Vous avez agi effectivement dans le passé sur les retraites, la droite. Vous avez organisé la baisse des pensions, 93 et 2003, 20% de diminution du montant des pensions. Et vous voulez parachever votre œuvre, pas pour sauver le régime par répartition, bien évidemment, nous ne sommes pas dupes. Vous voulez démolir, vous voulez aujourd'hui avoir le scalp aujourd'hui d'un acquis social historique qui est la retraite à 60 ans, parce que vous le savez, vous en avez fait un marqueur politique et que vous savez que c'est ce que vous voulez absolument aujourd'hui démolir, de même que vous l'avez fait pour les 35 heures, pour le code du travail, que pour le service public ou la sécurité sociale. Donc ça fait partie de votre plan politique. Mais je pense que vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas parce que vous êtes en train de vous attaquer à un symbole et vous auriez dû vous attarder sur qui était dans ces défilés mardi, très nombreux. Dans mon département, 40 000, c'est un record historique, sous la pluie, sous des trompes de pluie. Et oui, ils seront plus nombreux la prochaine fois, je vous l'annonce. Ah, Monsieur Minc parle de chorégraphie des syndicats, c'était des défilés. Beaucoup d'ouvriers, et dans un département comme la Loire, beaucoup d'ouvriers de l'industrie, de ce qui reste de l'industrie. Quand on sait qu'il y a eu 3500 licenciements en 2 ans, aujourd'hui dans un département comme la Loire, de ce qui reste de l'industrie. Et ils étaient là parce qu'ils sont profondément attachés à cette possibilité de partir à 60 ans, tout simplement parce que votre plan ignore une inégalité sociale fondamentale qui est l'inégalité devant l'espérance de vie aujourd'hui des Français. À 35 ans, il y a un écart d'espérance de vie entre un cadre supérieur et un ouvrier de 7 ans. Mais si on regarde l'état de santé, et c'est ça qui est important, prendre une retraite, si on n'est pas en bonne santé, finalement, à quoi ça sert? Il y a aujourd'hui une grosse différence. Les ouvriers sont 30% à être dans un état de santé dégradé, quand les cadres supérieurs ne sont que 20% après 60 ans. Vous allez pénaliser dans le pays les salariés les plus modestes, à la fois en termes de précarité, parce que les périodes de précarité vont s'allonger jusqu'à 65, 67 ans, mais aussi en termes de pauvreté. Et on sait bien que là, on s'adresse à des populations qui ont déjà les pensions les plus modestes. Je veux simplement rappeler, puisqu'il était évoqué tout à l'heure, le minimum vieillesse, un petit peu plus de 700 €. Je veux simplement rappeler qu'en France, le seuil de pauvreté, c'est 910 € par mois. Et donc, aujourd'hui, rien qu'aujourd'hui, sans les conséquences de votre réforme, il y a déjà 1 million de retraités qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Les femmes, on y est revenu très largement, et je crois que là-dessus, il y a une forme de consensus, en tout cas, sur les conséquences qu'aura votre réforme de relèvement de 65 à 67 ans. Déjà, un tiers d'entre elles doivent attendre 65 ans pour ne pas subir de décote. Poser la question de la pénibilité au travail, cela revient à se poser la question de savoir s'il est juste d'accorder des avantages spécifiques aux salariés qui sont exposés au cours de leur vie professionnelle à des conditions de travail pénibles. Pourquoi? Tout simplement parce que ces salariés profitent de leur retraite moins longtemps que les autres, et puis aussi parce qu'ils bénéficient de leur retraite dans un état de santé plus dégradé que d'autres. À cette question de savoir s'il faut des avantages spécifiques pour ces salariés, la réponse du gouvernement est non. Notre réponse est oui. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes sans doute face à l'une des plus grandes injustices, une des plus grandes inégalités sociales dans notre pays. C'est l'inégalité devant l'espérance de vie. Et je veux rappeler que l'écart d'espérance de vie à 35 ans entre un cadre et un ouvrier est de 7 ans pour un homme, et que l'écart est de 10 ans pour l'espérance de vie sans incapacité. C'est ce que les démographes appellent la double peine des ouvriers, qui vivent, ces ouvriers, plus d'années en incapacité au sein d'une vie plus courte. Voilà pourquoi il est important, effectivement, de pouvoir proposer des avantages spécifiques pour ces salariés qui ont été soumis à des conditions de travail plus pénibles. Ma
question s'adresse au ministre du Travail, Éric Woerth. La semaine dernière, après la divulgation d'enregistrements de conversations dans lesquels M. Patrice Demestre vous présente comme un ami, vous avez farouchement démenti en déclarant au site Mediapart que l'homme d'affaires qui gère la fortune de Mme Bettencourt n'était pour vous qu'une connaissance. L'hebdomadaire Le Point, à paraître demain, nous apprend que vous avez promu, à sa demande, M. Demestre au grade de chevalier de la Légion d'honneur sur le contingent du ministère de l'Économie et des Finances par décret en date du 13 juillet 2007. Pour quel service éminent à la France et au nom de quel mérite M. Demestre a-t-il reçu cette haute distinction? Monsieur le ministre, vous persistez à nier tout conflit d'intérêts dans cet imbroglio. Les Français, à qui vous ne cessez de demander des efforts et de se serrer la ceinture, réclament la vérité. Ils attendent de vous des réponses claires et sans détour. Alors je vous le demande avec gravité, quand allez-vous enfin dire la vérité et faire toute la transparence dans cette affaire? Monsieur le ministre. Dans le département de la Loire, le régime minier concerne aujourd'hui encore 4000 affiliés et on compte un centre de santé, 3 pharmacies et 6 médecins miniers encore en activité. Un décret en date du 31 décembre 2009 de votre gouvernement remet gravement en cause le régime de sécurité sociale des mineurs avec la suppression des transports gratuits vers un professionnel de santé, la prise en charge des frais d'hébergement et de déplacement pour les cures thermales ou le remboursement de médicaments en dehors des pharmacies minières. Cette décision brutale est choquante. Elle touche des anciens mineurs modestes, très âgés, qui pour la plupart ont plus de 80 ans. Ceux-ci ont contribué à la reconstruction économique de la France après-guerre. Elle touche également des veuves dont le faible montant des pensions de reversion les place dans des situations de grande pauvreté. Elle va laisser beaucoup d'affiliés sans offre de soins accessibles à proximité de chez eux et pourrait les conduire à devoir renoncer à se soigner. Quelle sortie de crise parlez-vous? On recense 3000 plans sociaux aujourd'hui au plan national. Rien que dans le département de la Loire, 3500 licenciements économiques. Des groupes comme Siemens, Vinvilor, Hackers, Suller à l'automne 2009 qui ont annoncé des plans sociaux qui vont conduire des centaines de salariés au chômage cette année et l'an prochain. Avec vos décisions à contretemps, votre politique dure avec les faibles, douce avec les forts, vous allez ajouter la crise à la crise, vous allez aggraver la précarité et la pauvreté. Alors ma question est simple, quand allez-vous enfin remettre en cause le paquet fiscal de la loi TEPA, ces privilèges fiscaux pour les ménages les plus riches? Quand allez-vous mettre fin au dispositif de majoration des heures supplémentaires qui coûte chaque année 4 milliards et qui aujourd'hui empêche les nouvelles embauches? Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'emploi. Dopage, triche, blanchiment d'argent sale, malversation et corruption sont aujourd'hui les fléaux du sport business qu'il nous faut combattre sans concession, car ils contribuent à ternir injustement l'image du sport professionnel aux yeux de nombre de nos concitoyens écœurés par les sommes d'argent en jeu, en particulier dans le milieu du football. Le procès des comptes de l'Olympique de Marseille, les instructions émises en examen au Paris Saint-Germain, l'instruction en cours sur le Racing Club de Strasbourg sont quelques-unes des affaires qui ont récemment défrayé la chronique judiciaire. Face à ces dérives inacceptables, nous devons légiférer, encadrer, contrôler,
sans faire preuve de naïveté. Concrètement, maintenant, dans le département de la Loire, le budget sport du Conseil général représente 8 millions d'euros. 3 millions d'euros pour le sport pour tous, 2 millions d'euros pour le sport de haut niveau et 2,5 millions d'euros pour les équipements de proximité sur le territoire. 8 millions d'euros, c'est à peine, là aussi, 1% du budget de ce département. Mais là aussi, ce budget, ces financements sont vitaux et indispensables. Ils sont vitaux et indispensables pour la vie des 300 clubs sportifs ligériens, qu'ils soient amateurs ou professionnels, qui sont concernés par les subventions du département. Pour les 57 comités départementaux, dont la rémunération des cadres techniques est prise en charge par le département. Ces financements sont vitaux pour les centres de formation des clubs, mais aussi pour le handisport, le sport scolaire ou universitaire, qui sont également aidés. Monsieur le ministre, ma question est simple. Qui prendra le relais de ces financements départementaux et régionaux si la clause de compétence générale est supprimée pour ces deux collectivités? L'État? À mon avis, c'est exclu. Au moment où celui-ci se désengage comme jamais sur le plan financier et qu'il fait subir avec la revue générale des politiques publiques une cure d'austérité sans précédent au personnel des services déconcentrés de la jeunesse et des sports qu'on éloigne du terrain. En tant qu'élus de la nation, nous sommes bien placés pour constater la recrudescence des actes racistes, xénophobes et antisémites ces derniers mois. Depuis de longues semaines, vous avez, avec le débat sur l'identité nationale, entretenu un climat délétère dans notre pays. Un climat propice au dérapage, aux affrontements, à la stigmatisation de certaines catégories de la population. Monsieur le Premier ministre, devant la répétition de ces actes odieux, vous devez mettre un terme à ce climat de haine et de suspicion. Monsieur le Premier ministre, concernant les faits extrêmement graves survenus à la mosquée de Saint-Étienne, pouvez-vous nous assurer que tout sera entrepris pour retrouver les auteurs de ces actes ignobles et que ceux qui les ont commis, une fois arrêtés, seront sanctionnés avec la plus grande fermeté? La parole est à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Avec cette proposition de loi sur le service civique, les jeunes disposeront d'un cadre clairement identifié pour s'engager dans un projet collectif d'intérêt général et exprimer leur générosité. À un moment où le chacun pour soi et l'individualisme triomphent, nous avons besoin de repères collectifs forts dans notre société. Le service civique, en tant qu'engagement désintéressé au service de la collectivité, représente une étape importante dans la construction d'une citoyenneté active pour les jeunes générations. La proposition de loi affirme clairement les objectifs de ce service civique: renforcer la cohésion sociale et la solidarité. Ces objectifs sont plus que jamais nécessaires dans un contexte de crise sans précédent où nous sentons bien la nécessité, partout sur nos territoires, de recréer du lien social et humain. Monsieur le ministre, si ce projet de loi devait, hélas, être voté et validé par le Conseil constitutionnel, votre nom serait à jamais associé à une loi de régression qui ferait de vous le fossoyeur d'un grand service public, le service public postal, facteur essentiel de cohésion sociale,
auxquels les Français sont viscéralement attachés. Ces derniers l'ont démontré lors de la consultation citoyenne du 3 octobre, en rejetant massivement votre projet. Rien que dans le département de la Loire, ce sont près de 33 000 votants qui se sont prononcés à 97% pour le non dans plus de 150 bureaux de vote. C'est du jamais vu. Cette loi, si elle devait être votée, ferait de vous, Monsieur le Ministre, un déménageur de territoire. Un de plus dans ce gouvernement Fillon qui, après avoir planifié les déserts kakis avec la carte militaire, les déserts noirs avec la carte judiciaire et les déserts blancs avec la carte hospitalière, organise à présent les déserts jaunes avec les déserts postaux. La Poste est avec l'école le premier des services publics de proximité. Il est garant de l'égalité territoriale, créateur de liens sociaux, mais aussi souvent la dernière présence de l'État dans nos territoires, dans le monde rural comme dans nos quartiers populaires. La question de la reconnaissance de la nation n'est pas aujourd'hui à opposer à la question du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, certes, vous l'avez dit, les sommes en jeu peuvent paraître dérisoires, elles ne le sont pas, parce que quand c'est 560 € et bientôt 592 € par an pour des retraités combattants, c'est quand même une somme qui est appréciable. Et simplement, ce que je voulais dire par rapport à cela, c'est que ça représente quand même 800 millions dans le budget de Monsieur le Ministre, sur les 3,2 milliards, et donc c'est quand même des sommes importantes. Donc, pour moi, la première chose, il faut que les 3 points soient là en 2010. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de crise économique et sociale, que la plupart des anciens combattants, notamment ceux d'Algérie dont on parle, ce sont des retraités, ils ont plus de 67 ans pour la plupart. Aujourd'hui, ce sont encore des consommateurs actifs, donc c'est le moment de donner un coup de pouce financier et de donner un coup d'accélérateur par rapport à ce rythme d'évolution. Cependant, à structure constante, c'est-à-dire sans prendre en compte les 2 nouvelles mesures, les crédits du programme Jeunesse et Vie associative sont en diminution de 11 millions d'euros, soit près de 10%. C'est-à-dire exactement la diminution prévue par la loi de programmation des finances publiques, et donc la tendance au repli et au désengagement progressif de l'État dans le soutien aux politiques de jeunesse, de la vie associative, de l'éducation populaire, sont donc confirmées cette année encore. Et les déclarations du président de la République l'an dernier, en juillet à Batte-sur-Mer, sur le travail remarquable de l'éducation populaire et la nécessité pour l'État de le soutenir, semblent bien loin. Monsieur le Ministre, quelques questions complémentaires à mon collègue Pascal de Guilhem sur la question du sport à l'école. J'aurai l'occasion demain, en tant que rapporteur du budget des sports, de faire un certain nombre de propositions dans le cadre d'un rapport que je vais remettre sur la promotion des activités physiques et sportives tout au long de la vie comme enjeu de santé publique, et notamment pour renforcer la place des activités physiques ou sportives à l'école. D'abord, ça veut dire des horaires obligatoires d'EPS qui sont respectés. J'aurai l'occasion de proposer, moi, qu'on uniformise 4 heures pour tous de la primaire au lycée. Même si ce n'est pas le chemin que vous avez suivi pour le moment, j'ai été assez surpris de voir que sur la réforme des lycées, par exemple, il n'y avait rien sur les questions d'éducation physique ou sportive. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des horaires théoriques de 2, 3 ou 4 heures et on a les horaires réels
derrière d'activité physique ou sportive. On voit par exemple que dans l'école primaire, on a 3 heures théoriques, mais en réalité, il y a 2h12 d'activité physique ou sportive qui sont réellement réalisées par les enfants en raison des temps de déplacement, notamment en direction des équipements sportifs. Donc je répète un peu la question qu'avait posée Pascal tout à l'heure. Que comptez-vous faire pour enrayer notamment aujourd'hui la baisse de nombre de recrutements des professeurs d'éducation physique? On a un départ à la retraite sur 3 qui ne sont pas remplacés aujourd'hui, et ça dure depuis maintenant 3 ou 4 ans, et donc on a aujourd'hui une véritable saignée de ce côté-là. C'est moins une question d'âge qu'une question d'ailleurs de légitimité du Conseil général des Hauts-de-Seine qu'est Jean Sarkozy, que même de ses diplômes. Je crois que la question essentielle que pose la future nomination de Jean Sarkozy à la tête de l'EHPAD, l'élection du conseil d'administration, c'est la question de l'accaparement des pouvoirs par un clan familial et par les proches de Nicolas Sarkozy. Et de tous les pouvoirs, parce qu'il faut relier la question de l'EHPAD à la question francilienne et du Grand Paris, qui est aujourd'hui une question qui est posée, puisqu'une réforme est annoncée. Et je dirais la mise au pas progressive de tous les contre-pouvoirs dans ce pays, dont participe un petit peu cet accaparement des pouvoirs par un clan familial. Les médias, la justice, le Parlement qui est réduit au silence, nous aurions pu discuter de l'accompagnement financier des universités, laissé pour compte du plan Campus. À la veille des annonces du président de la République sur la question de la jeunesse, le Parlement aurait pu faire preuve d'initiative en proposant, par exemple, un texte sur la création d'une allocation d'autonomie pour les étudiants. Je maintiens les propos que j'ai tenus en commission par rapport à toutes ces questions fondamentales pour l'enseignement supérieur et la recherche. La question du vote électronique est franchement anecdotique. Je m'étonne que la seule réponse politique de l'UMP au mouvement de contestation des réformes de Mme Pécresse, ce soit le vote électronique. C'est un peu court, vous en conviendrez. La rapidité avec laquelle nous examinons ce texte, son improvisation la plus totale, le forcing politique dont il a fait l'objet, le rendent du coup suspect.